après cette première partie sur le logement stricto sensu, eh bien, il s'agit maintenant de voir comment les habitants vivent. Et le premier besoin pour vivre bien, bah, c'est de s'alimenter, hein, une fois qu'on est logé. Alors l'alimentation, ça nous a semblé important à évoquer là, parce que ça interpelle non pas seulement le besoin de se nourrir, mais le rapport à une terre. Le rapport à la terre en Île-de-France, il est compliqué. La terre n'est plus très nourricière, en tout cas pas assez, et la priorité n'est pas à la terre nourricière, elle est à l'édification, à la construction, ce qui fait disparaître les terres nourricières. Alors, nous avons aussi essayé de solliciter des compétences sur ce sujet, et la première chose qu'on s'est demandé, c'est comment on se nourrit en Île-de-France. Qu'est-ce qui peut intervenir dans les processus d'alimentation et qu'est-ce qui peut nous expliquer comment on fait pour ne pas seulement manger des aliments qui ont fait 10 000 kilomètres, des œufs qui ont plus marché que leur mère poule, des produits qui viennent d'au-delà des mers ou du bout de la France, alors même que l'Île-de-France est une terre riche au point de vue strictement agronomique. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui veut en parler? Je vais en parler. Voilà. Ton nom? Grégoire Flichy. Je suis Grégoire Flichy. Je suis habitant de Saint-Ouen depuis pas longtemps. Avec Elisabeth, ma femme, on est venu s'installer en 2023, donc on est tout neuf. On fait partie peut-être de ce mouvement de gentrification. Donc c'est une question aussi qu'on a dans la tête, parce qu'on se rend bien compte que, certes, on arrive ici dans une ville qu'on découvre et avec plein de belles découvertes, comme par exemple ici ce lieu, mais on se rend compte aussi que le mélange des habitants, c'est pas... Enfin, c'est une question, quoi. Mais c'est pas de ça dont on veut parler là tout de suite. Moi, je suis là parce que je me suis levé parce que je suis président de la MAP à laquelle on se fournit, à laquelle on va chercher nos légumes. Qu'est-ce que c'est qu'une AMAP? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une AMAP? Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui doivent savoir dans la salle, mais je rappelle en quelques mots ce que c'est. Une AMAP, donc, AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc déjà, ça parle par soi-même. Le principe, c'est que ça permet à... Donc c'est des associations encadrées par une fédération. Et le principe, c'est qu'on se regroupe et qu'on va acheter à un maraîcher, un producteur, une part de sa production. Ça veut dire qu'on s'engage pour une période de... nous, c'est 6 mois, mais ça peut être 1 an. On s'engage à lui acheter sa production, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, littéralement. C'est-à-dire qu'on va partager avec ce producteur l'aléa climatique. Et si on a des légumes rabougris, des radis qui font un peu la tronche, et ben c'est comme ça, et ça fait partie de... Et en même temps, on peut aussi avoir la belle surprise d'avoir des magnifiques tomates l'été, ou des magnifiques radis l'hiver. Voilà. Donc, une AMAP pour se nourrir, donc les enjeux, enfin, c'est un modèle pour se nourrir. Bien sûr, on ne se nourrit pas qu'avec ça, mais comment ça marche? Pour vous donner juste une idée, donc, sur Saint-Ouen, il y a 5 AMAP. Nous, on est sur une AMAP qui est pas sur ce quartier-ci, mais un peu plus loin. Il y a une AMAP qui est juste ici, là, qui font leur distribution pas loin. Notre AMAP, on a une 50aine d'adhérents. Voilà. Et on en recherche. Bon. Vous habitez peut-être pas à Saint-Ouen, donc ça ne vous intéressera pas, mais on cherche des adhérents. Pour vous donner aussi une idée, donc chaque semaine, puisque la livraison, enfin, on contracte avec le producteur pour avoir des légumes chaque semaine, des paniers de légumes. Chaque semaine, c'est à peu près entre 150 et 200 kilos de légumes qui nous sont livrés et qu'on se distribue. Voilà.
Donc il y a quatre enjeux un petit peu que je peux décrire, et je vais vous en parler en reprenant un peu les moments clés de vie de notre AMAP. Alors le premier, le gros moment clé de vie d'une AMAP, c'est la distribution. Nous, c'est le jeudi après-midi, à 17h, le camion arrive, on a nos 200 kilos de légumes qui sont livrés, et après, il faut du monde pour mettre ça dans les paniers, pointer, et puis quand les gens viennent chercher entre 17h et 20h. Donc on est tous bénévoles, donc ça tourne. Voilà. Ça nécessite un lieu. Et si possible, un lieu qui ne soit pas en étage, puisqu'il y a 200 kilos à manipuler. Et un lieu où on puisse un peu s'étaler. Donc ça, c'est un enjeu. Ça, c'est un vrai enjeu. Nous, on a la chance, pour l'instant, d'être hébergés par la maison de quartier. Donc c'est la ville, merci la ville, qui nous permet. Mais on utilise une des plus grandes salles et la plus accessible de la maison de quartier. Donc il y a un enjeu là. Et on n'est pas sûr que ça puisse continuer indéfiniment. Mais en tout cas, voilà, c'est un enjeu. La MAP qui est sur le quartier ici, eux, ils ont trouvé un arrangement avec une copropriété qui dispose d'une grande salle en rez-de-chaussée, et c'est comme ça qu'ils s'organisent. Mais c'est un vrai enjeu, et d'autant plus que le plus on est visible, le plus ça permettrait de donner envie à d'autres gens. Or, on est derrière des murs, donc on ne nous voit pas. Ça nous est arrivé une fois cet été, la maison de quartier était fermée, on a fait la distribution sur le trottoir tant bien que mal, et ben il y a 2 ou 3 personnes qui sont passées et qui se sont dit tiens, c'est intéressant votre truc. Donc quelle place donner à ce type d'échange économique, ça c'est un enjeu. Alors un autre moment important pour nous, là ça arrive, c'est le début octobre, c'est le renouvellement de contrat. Parce que c'est là qu'il faut qu'on essaye de capter les adhérents. C'est bien que les adhérents continuent, renouvellent leur contrat. C'est un moment important. Et aussi, ça se passe au moment de la distribution. Et c'est le moment où c'est le moment d'une mixité, où on va avoir des différentes personnes qui viennent et qui deviennent adhérents. Ça pose là l'enjeu, c'est qui adhère, qui on peut faire venir, et comment est-ce qu'on essaye d'avoir une mixité et d'attirer aussi des gens qui peut-être, parce que a priori les AMAP, c'est plutôt des gens militants, donc comment est-ce qu'on fait pour attirer d'autres personnes? Nous, on a modestement, dans notre AMAP, décidé de faire des paniers solidaires, c'est-à-dire qu'on a 10% à peu près de paniers qu'on subventionne à base de dons des adhérents et de subventions qu'on va chercher, pour permettre à des familles qui sont, ou des étudiants, ou d'accéder à ces paniers alors qu'elles ne le pourraient pas autrement. Mais ça, c'est une vraie question, cette question de la mixité. Ensuite, une AMAP, ça bouscule un peu nos habitudes de consommation et nos habitudes alimentaires, parce qu'on est soumis, on a des légumes l'hiver qui ne sont pas ceux de l'été, on a un choix qui est assez restreint. Donc, il faut faire avec ça. On sait qu'on a des légumes de qualité, mais ce n'est pas du tout habituel. On a l'habitude d'aller dans des magasins et puis on peut acheter ce qu'on veut, des avocats, des tomates, n'importe quand dans l'année. Là, ce n'est pas le cas avec ce mode de consommation. Et là, ça touche au repas quotidien aussi, et au fait de préparer le repas quotidien, parce que c'est quelquefois, je parlais des radis, c'est un peu un gimmick peut-être, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait des radis quand on en a un certain nombre et que ça revient toutes les semaines? On se creuse la tête. Là, l'enjeu, je trouve, c'est comment est-ce que notre environnement, notre bâti, notre ville, l'urbanisme, comment est-ce que ça nous invite? Alors, on a eu des exemples tout à l'heure avec, par exemple, le Val-de-Reuil, mais comment est-ce que tout ça, ça nous invite aussi à nous reconnecter au cycle des saisons et au fait que il y a des contraintes, mais la frugalité le dit aussi, il y a des contraintes, mais il y a des fruits. Donc, comment profiter des fruits, mais sans se dire je veux avoir accès à tout? Et ça a du sens, ça a du prix de
de suivre aussi ce cycle des saisons et ces contraintes qui sont celles de la nature finalement. Et le dernier enjeu, c'est que, je ne l'ai pas encore dit, mais notre AMAP, donc c'est censé être un mode de consommation local, nous, notre AMAP, elle est à Beauvais. Donc c'est du local, mais pas si local. Pourquoi elle est à Beauvais? Parce qu'on n'a pas trouvé plus proche. Donc là, il y a un enjeu, mais ça va être un sujet à venir, je crois. Mais il y a vraiment un enjeu sur la région parisienne particulièrement, de comment est-ce qu'on peut se fournir de manière plus proche. Voilà. Merci, Grégoire. C'est vrai que Paris, du fait de la superficie du territoire étudié, exacerbe ces problématiques. Et donc, est-ce que 100 km, c'est une distance qui est acceptable pour une agriculture qu'on veut locale? Et d'autant plus que la vague de l'urbanisation continue encore de déferler inexorablement sur les paysages et au détriment de terres agricoles de qualité. Par rapport à ça, j'aurais différentes interpellations. Comment concilier le bien habiter et bien se nourrir? Comment concevoir des espaces qui prennent en compte la contrainte de l'alimentation par l'angle de la production et non plus seulement de la distribution? Distribution donc, qui nous propose des produits issus de la mondialisation qui est perfusée aux énergies fossiles. Quelle doit être l'échelle de ces réflexions? Comment constituer un imaginaire de la production locale à enraciner dans toute opération ou quartier actuel ou en devenir? Une question. Et il se trouve que j'ai un micro. Donc, Baptiste François, je suis architecte. On a cofondé la Scope d'Architecture Faire en 2015. Et on a pu participer à un projet alternatif sur le triangle de Gonesse, donc le projet alternatif s'appelle Karma. Et en travaillant sur ce projet, j'ai pu toucher du doigt certains aspects des terres agricoles qui sont au-delà de la question alimentaire. Par exemple, le fait que ce soit un puits de carbone, qu'elle puisse améliorer la qualité d'air, qu'elle puisse jouer le rôle d'éponge vis-à-vis du risque d'inondation, qu'elle puisse réguler les îlots de chaleur urbains, ou encore qu'elle puisse créer des paysages. Et avec cette réflexion-là, on arrive, alors je me tourne un peu aussi de ce côté-là, avec ces questions-là, on touche du doigt les interrelations qui existent dès qu'on parle de terres alimentaires. Et qui nous touchent nous-mêmes dans nos questionnements sur les projets sur lesquels on travaille. Sur le triangle de Gonesse, donc, il y avait une pression pour urbaniser, il y a toujours une pression pour urbaniser, et cette pression, elle met réellement la communication territoriale, l'attractivité de la métropole, elle la met en avant au détriment de la qualité de vie et de la vie elle-même sur ces territoires. Et donc on est vers une simplification au sens négatif du terme, une simplification de ces interrelations dès lors qu'on les détruit et qu'on les urbanise. En Île-de-France, donc, pour parler justement pour les personnes qui ne sont pas forcément d'Île-de-France et qui veulent connaître un tout petit peu la situation actuelle, en 2022 ou 2023, je ne sais plus, on a urbanisé 1200 hectares. On parle à l'échelle nationale de réduction de l'urbanisation des territoires. Mais cette réduction-là, on ne la constate pas forcément en Île-de-France, on la constate sur une petite échelle de temps, mais sur une échelle de temps, juste en remontant aux années 80, en 1982-3, on était aussi à 1200 hectares. Par contre, ils étaient pris uniquement sur les terres naturelles. Dans les années 90, au milieu des années 90, là on était aussi à 1200 hectares. Ça, c'est les chiffres de l'INSEE, je me suis amusé à faire un petit tableau. Et là, par contre, on était quasiment uniquement sur le grignotage de terres agricoles. Et aujourd'hui, on est sur un 1200 hectares, à peu près à mi-chemin entre les terres agricoles et les terres naturelles, en défaveur des terres agricoles. Donc,
on continue ce grignotage-là, et en Île-de-France, il reste assez massif. Si je fais une rapide description du territoire d'Île-de-France toujours sur cette question des terres nourricières, donc il y a à peu près un petit peu moins de 50% de terres qui sont dites agricoles. En surface utile agricole, c'est 45%. Il y a 4400 fermes, dont 3000 qui sont dédiées à la culture céréalière. Et le nombre de fermes a décru en 10 ans de 10%. Au profit de l'agrandissement, principalement. Et il y a donc 16% de fermes qui sont bio, mais ça représente, donc c'est les plus petites fermes en général, et elles représentent que 8% de ces terres agricoles. Et tu veux que j'aille au milieu? Oui, c'est vrai, je tourne le dos à trop de monde, pardon. Enfin, donc sur qui mange quoi et que mange-t-on en Île-de-France. En Île-de-France, donc, c'est seulement donc 10% des fruits et légumes d'Île-de-France, des fruits et légumes qui sont mangés par les Franciliens qui viennent d'Île-de-France. Tout le reste donc vient d'ailleurs. Mais par contre, rassurez-vous, on est autonome en salade. Je ne parle pas de politique, hein. Maintenant, on va se tourner un tout petit peu à nouveau vers le triangle de Gonesse. Donc, c'est des terres nourricières qui sont réellement d'une fertilité remarquable, avec 6 à 8 mètres de terres limoneuses, donc qui jouent le rôle d'éponge dont je parlais tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, on y cultive principalement des céréales, et les maïs ne sont pas irrigués, ou très peu. Donc, ça montre un petit peu qu'il y a une plante qui demande énormément d'eau. Donc avec le projet, donc avec le collectif pour le triangle de Gonesse, dont il y a d'ailleurs au moins un représentant dans la salle, je crois. Enfin, je ne l'ai pas vu ce matin, mais bref. Et le projet Karma, on a quelques petites victoires sur ce triangle de Gonesse. J'en cite juste 2. Le projet Europastic était un giga projet avec une piste de ski qui a été abandonnée. Et ensuite, aujourd'hui, donc l'urbanisation, c'est ce qui est prévu et contre laquelle il y a toujours une bataille en cours. C'est 121 hectares, et en 2014-2016, enfin 2015-2016, c'était 320 hectares. Donc il y a déjà eu cette réduction-là. Donc voilà pour les victoires. Merci. Et c'est vraiment justement cet engagement collectif qui a joué. Et ça, c'est vraiment formidable. Pourquoi est-ce qu'on urbanise? Ça, je pense qu'on a parlé de la cherté du coût de construction, mais bien sûr, ça coûte moins cher de construire sur des terres agricoles. En Île-de-France, c'est entre 30 et 100 fois moins cher de construire sur des terres agricoles en fonction que sur des friches industrielles ou urbaines, on va dire. Ensuite, au niveau des luttes, c'est assez complexe de se battre contre l'urbanisation parce qu'il y a une multitude d'acteurs. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une spline? Devant l'enthousiasme des réponses. Ah oui, alors c'est un acronyme, bien sûr. SPA. Qu'est-ce que je dis? SPLA, donc Société publique locale d'aménagement d'intérêt national, créée en 2017 pour que les financements de l'État puissent être localisés sur des territoires qui sont des territoires métropolitains uniquement. Vous pouvez chercher, il y en a, je ne sais plus combien au national, mais il y en a 3 ou 4 en Île-de-France. Et c'est vraiment quelque chose qui a été conçu notamment pour aller urbaniser le triangle de Gonesse. Mais bon, c'est voilà, un des acteurs. Et face à cette multitude-là, il faut savoir à qui on s'adresse, comment on s'y adresse. On parlait donc pour les luttes, c'est relativement compliqué. Et puis pour les paysans, les paysannes qui veulent s'installer, bien sûr, le coût du foncier est très dissuasif, mais aussi l'éparpillement du foncier, puisqu'on a parlé de spéculation. Je pense que là, personne ne doute qu'il y a une spéculation sur ces terres, mais cette spéculation, elle a engendré en fait un découpage des terres avec de multitudes de propriétaires qui sont très complexes à identifier. Sur le triangle de Gonesse, il y a eu donc Karma a apporté une étude et qui a montré en fait l'éparpillement, les différents acteurs. Il y a
Alors là, par contre, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est de l'ordre de 40% des fermes d'Île-de-France qui appartiennent à leurs propriétaires. Tout le reste, c'est d'autres organismes, d'autres structures qui les possèdent. Et sur le triangle, on n'est pas sur ces valeurs-là, on est largement en dessous, en fait. Donc tout ça fait qu'on continue d'urbaniser. Et ce qui est assez frappant, c'est que donc il y a eu une enquête publique qui a été menée sur la ZAC actuelle de 121 hectares que j'ai citée. La commissaire enquêtrice qui a rendu son rapport la semaine dernière, si je ne m'abuse, a parlé donc pour justifier la ZAC de ses qualités environnementales. Elle a parlé pour l'utilité publique des besoins économiques du territoire, des besoins en emploi. Mais je pense qu'il manquait quelque chose, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. La qualité des terres n'est pas du tout citée, en fait. Elle est citée dans les contributions, donc dans le rapport imbuvable de 150 pages ou 200 pages, mais dans la synthèse, on n'en parle pas du tout. Et ça, c'est un réel problème. Mais aujourd'hui, heureusement, on a des acteurs et des actrices qui sont investis sur ces questions-là. Donc vous connaissez certainement toutes et tous Terre de Liens. Donc Terre de Liens Île-de-France, c'est 11 fermes. Donc c'est sûr que par rapport à 4400, c'est peut-être peu, mais au moins, ça donne la possibilité à des paysans et des paysannes de s'installer pour produire de façon diversifiée, avec aussi des formations et des capacités de transformer leurs produits aussi sur place. Ensuite, donc, je l'évoque juste, il y a un projet, c'est Agri-Parisienne qui part, à mon avis, qui est rattaché à Anne Hidalgo sur le site de la ville de Paris, mais qui part, je l'espère, plus d'une démarche citoyenne, justement, de prise de conscience que les terres alimentaires, les terres nourricières locales peuvent nourrir l'Île-de-France, enfin, les terres locales peuvent nourrir localement. Et c'est un plan alimentaire agricole territorial dont on parlera probablement tout à l'heure. Ensuite, il y a, là je cite donc Terre et Cité qui met en dialogue donc sur le plateau de Saclay, qui met en dialogue justement les agriculteurs, les aménageurs, les habitants, citoyens, citoyennes sur ces questions-là. Et là, je m'attacherai à un dernier point qui est les régies agricoles, enfin, qui consiste en réaliser des régies agricoles au sein des communes mêmes. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de la ville de Montsartou qui a mis en place ça et où il y a eu énormément de publications sur le sujet. Aujourd'hui, il y en a 47 en France, il y en a quelques-unes en Île-de-France, je crois qu'il y en a 2 en Île-de-France, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sujet-là, en fait, il permet de se poser la question, mais oui, mais si les communes prennent en main cette question de l'alimentation locale avec des territoires locaux, est-ce qu'on n'arrive pas à dire que dans ce quartier-là, on identifie telle terre qui est capable de fournir en fruits et en légumes locaux les habitants? Est-ce que lorsqu'on sait que les communes ont en charge la réalisation d'écoles, à partir du moment où elles vont accueillir de nouveaux habitants, elles ont en charge la création d'écoles via le code de l'éducation, le code de l'urbanisme, le code des collectivités territoriales. Est-ce que nous, on pourrait pousser à ce qu'il y ait cette même démarche, cette même obligation pour que lorsqu'on a des habitants, déjà lorsqu'on a les habitants qui sont déjà là, puissent avoir des terres qui leur sont dédiées sur un territoire, enfin sur le territoire et à proximité de ce territoire, pour les AMAP, mais aussi pour la restauration collective. C'est une question, disons, ouverte et où je pense qu'il faut que nous, collectivement, toutes et tous, on se mobilise pour s'intéresser à cette question alimentaire dès lors qu'on intervient sur un territoire, sur un projet, quelle que soit son échelle, pour essayer de pousser progressivement à ce que cette réalisation puisse se mettre en place. Merci. Merci beaucoup Baptiste. Alors on poursuit encore cette séance.
Le message que j'aimerais faire passer aux urbanistes, c'est qu'ils ne créent pas l'agriculture dans la ville, mais qu'ils créent des ponts entre l'agriculture et les consommateurs dans les quartiers. C'est Reto Kadosh, qui est un paysan qui a fondé en 1978 les Jardins de Cocagne, première initiative d'agriculture contractuelle de proximité qu'on appelle aujourd'hui AMAP. Il mettait effectivement déjà en évidence cette nécessité d'intégrer pour l'aménagement et le ménagement des territoires cette question d'alimentation. Alors on voit qu'avec les AMAP, les régies agricoles, et puis peut-être d'autres aussi initiatives qui ont été relatées ici, il y a à chaque échelle de réflexion des outils, des moyens qui quand même nous sont donnés aujourd'hui. Et peut-être aussi que nous constatons que finalement ce sont les territoires qui constituent une vraie force de résistance pour contrecarrer une politique qui, au niveau national, voire au niveau européen, ne va pas forcément dans le bon sens. Alors peut-être qu'on peut encore élargir cette échelle d'intervention stratégique sur le sujet de l'alimentation. Oui, alors bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Moi je suis Frédéric Ouallet, je suis économiste à INRAE, Institut national de la recherche en agriculture, alimentation et environnement. Je m'occupe d'un programme de recherche qui s'appelle TETRAE. Et on travaille sur la question des transitions en territoire, donc sur les 3 domaines d'intervention de l'INRAE. Et l'idée, c'est de construire entre les équipes de recherche et les acteurs des territoires des projets innovants pour trouver des solutions aux différentes problématiques qui sont rencontrées par les territoires. Et dans le cadre de nos réflexions, on a rencontré en fait un certain nombre d'initiatives multiples qui se revendiquaient des communs. Et donc on a voulu creuser cette idée, savoir pourquoi à un moment donné dans l'histoire, je passe ça ? Oui, c'est bon. Alors qu'il y avait déjà une multitude d'initiatives qui avaient été prises, pourquoi il y avait eu besoin de mobiliser cette notion de commun, qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Donc, à ce moment-là, le PUCA s'intéressait aussi à cette question et ils nous ont dit, Banco, on vous finance un projet qu'on a appelé le projet Biscotte pour bien commun en territoire. Vous voyez qu'on ne quitte pas l'alimentation. Et l'idée, c'était de voir un peu ce qu'il y avait derrière ça. Donc, on a mené une enquête assez large. Donc, on est en 2017-2018 à ce moment-là. Et on repère en fait plus de 150 opérations sur tout le territoire national qui se revendiquent des communs. Et donc on a essayé de creuser, de mettre en place une grille d'analyse pour les analyser. Alors qu'est-ce qu'ils avaient en commun justement ces projets ? Ils avaient en commun donc on pouvait les regrouper en différentes familles. Premier enjeu qui était poursuivi par ces collectifs, c'était un enjeu de sauvegarde des ressources locales. Donc par exemple, c'était des populations qui voyaient, ça vient d'être évoqué dans les interventions précédentes, qui voyaient une diminution des terres agricoles. Vous savez, c'était une diminution de la qualité d'une rivière. Deuxième enjeu qui était poursuivi, c'était des démarches de valorisation du patrimoine territorial. Par exemple, beaucoup d'opérations visaient à une valorisation des friches ou des délaissés urbains. Et puis enfin, il y avait une visée très politique aussi dans ce qui était fait. C'était une opposition à la privatisation ou une réponse au retrait des services publics. Donc on avait ces trois logiques. Et on avait donc qu'on pouvait retrouver dans les différentes actions collectives qui étaient menées. Alors c'est quoi un commun ? Pourquoi est-ce pourquoi on mobilise ce terme ? En fait, un commun, c'est 3 choses. C'est une ressource, c'est une communauté qui s'empare de cette ressource, et c'est des règles de gouvernance de la ressource. Et c'est très important d'avoir ces 3 composantes, et notamment la définition de la communauté.
parce qu'un commun, ce n'est pas quelque chose qui donne accès à tout le monde à la ressource. Il va y avoir une communauté qui va s'emparer de cette ressource et qui va se doter des conditions d'une bonne gestion de cette ressource. Donc cette dimension de définition de la communauté, c'est apparu quelque chose de fondamental dans ce qu'on a pu voir. Alors quelques exemples pour sortir de l'abstraction. Dans les travaux qu'on a regardés, par exemple, il y avait le 6B, qui est juste à côté d'ici, qui était en fait une friche industrielle qui aujourd'hui, donc depuis 2010, accueille plus de 200 structures pour faire notamment des événements culturels. Et donc il y a toute une communauté qui s'est structurée autour de ce bâtiment et qui permet de faire de l'animation territoriale. Un autre exemple qui était pas loin d'ici, c'était les Grands Voisins. Qui donc était en fait un ancien hôpital, et puis c'était une opération d'urbanisme provisoire, hein, puisque ça allait être transformé ensuite en habitat dans le quartier. Donc pendant quelques années, les Grands Voisins ont été un lieu culturel, un lieu de création de micro-entreprises, mais aussi un lieu d'accueil des populations migrantes, par exemple. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que ces espaces de commun, eh bien, ont une emprise spatiale, et donc ils sont des composantes de la construction des territoires, mais c'est aussi des lieux d'expérimentation sociale qui visent en fait à sortir de l'opposition classique entre bien privé et bien public. Donc c'est la création d'autres choses sur le territoire. J'y reviendrai tout à l'heure avec l'exemple italien, parce qu'on a à apprendre de ce qui s'est passé en Italie. Alors, ce qu'on a pu regarder, c'est que finalement, le territoire influençait la construction des communs, et à l'inverse, les communs étaient des composantes de la construction de la ville. Alors pourquoi est-ce que le territoire influence les communs ? Parce qu'en fait, on a des ressources sur un territoire avec des enjeux spécifiques, et ça va être la manière dont les populations vont pouvoir se mobiliser collectivement pour répondre à ces enjeux qui vont créer l'originalité de l'initiative. Mais à l'inverse, ce qu'on a constaté également, c'est que ces mouvements collectifs étaient une nouvelle manière de construire la ville, une nouvelle manière de revendiquer un droit à la ville, pour reprendre l'expression d'Henri Lefebvre, à travers des manières de travailler qui étaient spécifiques. C'est-à-dire que tous les exemples qu'on a pu mettre en évidence ont au moins deux caractéristiques. C'est d'abord une gouvernance inclusive, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire rentrer... La différence entre un commun et un club, c'est que dans le commun, eh bien, on ouvre la gouvernance, et tous ceux qui ont envie de se mobiliser pour l'opération peuvent y contribuer. Et puis c'était aussi une gouvernance horizontale, avec des règles de décision qui sont des règles de décision qui relèvent de ce qu'on appelle la sociocratie, c'est-à-dire en petits comités où chacun peut prendre la parole, avec une faible hiérarchie dans les positions de pouvoir au sein des associations, etc. Donc c'était aussi une nouvelle manière d'inventer, de faire démocratie autour du projet de ville et de la gestion des ressources. C'était en général des opérations qui avaient toutes pour vocation, même si ce n'était pas toujours très clairement exprimé, une lutte contre l'exclusion sociale. Par exemple, on a eu pas mal de situations où il y avait de l'éducation populaire qui était associée à ces exemples. Et alors, ce qu'on a repéré aussi, c'est que cet ancrage dans les communs, c'est une nouvelle manière de faire société. Une nouvelle manière de faire société au sens où on va essayer de ne pas mettre la consommation au centre de l'identité citoyenne, mais au contraire, on va essayer de mettre en place une imagination active pour essayer d'inventer le type de territoire dont on a besoin. Et donc, c'est des exemples qui permettent de définir différentes manières de repenser la ville. Alors, vous allez me dire, oui, il nous décrit un monde idyllique. Et justement, ce qu'on a pu mettre en évidence aussi, c'est qu'il y avait nécessité il y a un certain nombre de points de vigilance à avoir. Premier point de vigilance, c'est qu'il y a des tensions dans les prises de décision, systématiquement.
Et notamment des tensions entre les militants et les gens qui ont une culture très, très développée par rapport à ce genre d'opération, et puis ceux du second cercle ou du troisième cercle qui sont intéressés par ce type de démarche, mais qui n'ont pas forcément cette culture. Et donc, ça, c'est des points de blocage auxquels il faut être attentif. Et l'autre point auquel il faut être attentif, c'est d'éviter l'entre-soi. Aujourd'hui, moi je suis chercheur, j'ai entendu beaucoup d'architectes parler, des gens qui ont un capital culturel et social qui est assez élevé. On est à très grande majorité bien blanc ici, hein. Et donc, il ne faut pas parler. Enfin, une des difficultés aussi, c'est de ne pas rester dans l'entre-soi et ne pas parler pour les populations pour lesquelles on pense pouvoir énoncer des formes d'expérimentation et d'innovation sociale qui sont intéressantes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est souvent reproché aussi aux personnes qui pilotent ces démarches collectives et ces communs, c'est finalement leur difficulté à ouvrir à la diversité sociale, malgré les discours. Troisième idée, c'est le risque de passager clandestin. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait un certain nombre de gens qui finalement se servaient du collectif, mais sans réellement y entrer. Le rejet ou la récupération par l'action publique, également, c'est quelque chose qui est assez clairement mis en évidence par les travaux qu'on a pu mener. Et puis la fragilité des modèles. Ce sont des modèles, des opérations qui sont beaucoup fondées sur le bénévolat, avec du bricolage institutionnel, du recours nécessaire au financement public, et donc une dépendance à la décision publique aussi qui est assez fréquente. Et donc comment maintenir dans la durée ces opérations sans épuiser à la fois sur le plan financier et sur le plan du bénévolat les bonnes volontés. Et puis dernier risque, c'est le risque vers la récupération marchande, tout simplement. Avec notamment un certain nombre de situations dans lesquelles ces initiatives en commun ont donné de la valeur au territoire, et puis après on a eu un phénomène de gentrification sur les quartiers concernés. Donc voilà pour le constat de notre travail. Et alors on s'est dit finalement comment est-ce qu'on peut travailler. Et là on s'est penché vers la situation italienne. Et donc, sous le gouvernement Berlusconi, dans les années 2000, début de ce siècle, il y avait un grand mouvement de privatisation qui s'était mis en place, et notamment une captation de tout le patrimoine public par des opérateurs privés, qu'il s'agisse par exemple des bâtiments de l'administration ou aussi des grands services publics, par exemple le service de l'eau. Et alors, face à ça, il y a eu une mobilisation d'intellectuels, mais aussi de la population. Il y a une commission qui a été créée par le gouvernement à l'époque, qui s'appelle la commission Rodota, et qui a essayé de dire finalement comment on peut éviter la spoliation, l'aliénation du patrimoine public via sa privatisation. Donc, la commission a travaillé, et un des résultats de ce travail, ça a été la création d'un nouveau type de biens, qu'ils ont appelé les biens communs, pour essayer de sortir de l'opposition radicale entre biens publics gérés par l'État et biens privés. Alors c'est intéressant parce que finalement, ça introduit une nouvelle notion dans le droit italien. C'est-à-dire que la commission n'a pas pu mener son travail jusqu'au bout parce que le gouvernement est tombé. Ça vous rappellera peut-être quelque chose. Mais par contre, ce qui a été intéressant, c'est qu'au-delà de cette inscription de la notion de bien commun dans le droit, il y a eu une multitude de chartes au niveau local qui se sont créées pour essayer de reprendre localement cette notion de bien commun. Et donc aujourd'hui, en Italie, dans des villes comme Naples, de Bologne, il y a plus d'une centaine de villes où ils ont adapté en fait leur droit local à travers l'introduction de cette notion de bien commun. Alors comment ça se passe ? Ça se passe sous trois formes. Essentiellement, il y a la notion d'usage citoyen, où on a des mouvements sociaux qui décident de prendre en charge la gestion d'une ressource au niveau local et qui décident eux-mêmes des modalités de gouvernance de cette gestion. Donc ils définissent des règles de gestion et ensuite c'est validé par la mairie
Et donc, ça donne de la légitimité et de la force à cette opération. Je pourrais détailler après, si vous voulez, ce type de modèle. Deuxième modèle qui est mis en place, c'est le développement des fondations. Ça a été beaucoup utilisé, notamment pour la préservation des bâtiments publics, type théâtre ou autre chose du genre, pour éviter justement la privatisation de ce patrimoine public. Et puis, le dernier modèle, donc les fondations. Le dernier modèle, c'est importé des États-Unis, c'est les Community Land Trust, c'est-à-dire c'est des dispositifs qui permettent l'accès au logement, à la propriété du logement pour des populations démunies par la mise en place d'un dispositif collectif qui permet donc un accès à un prix plus modéré que le prix du marché, avec un certain nombre de règles de fonctionnement qui permet notamment de limiter la spéculation sur la revente et des obligations collectives de gestion de ces ressources. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire de manière tout à fait concrète pour faire évoluer les dispositifs de gouvernance et la promotion des communs au niveau des territoires. Oui, Frédéric Wallet, W-A-2-L-E-T. Donc merci pour cette intervention. Et je vais rebondir sur le mot de concret, car je pense qu'évoquer des problématiques concrètes comme l'alimentation ou les passoires et bouillards thermiques, ça permet de faire le pont dans la population entre des gens pour qui le mot écologie sonne comme un mot creux, mais en subissent les conséquences de l'inaction climatique dans leur quotidien et dans leur chair. Et Saint-Ouen, du coup, qui est un territoire de banlieue, il est marqué par ces enjeux. Il est habité surtout par des gens qui disent « plus jamais sans nous ». Donc j'aurai les interpellations suivantes. Quelles sont les conditions d'une écologie émancipatrice ? On associe l'écologie à la justice sociale, mais est-ce que l'écologie, ça ne peut pas aussi être un révélateur de l'injustice qui demande réparation et qui demande aussi d'arrêter les inégalités de traitement ? Et quelle est la place des jeunes dans la fédération de ce mouvement ? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lisa Naïtsada et donc je suis odonienne, habitante de Saint-Ouen depuis toujours, depuis ma naissance. D'abord, je vais faire un petit retour historique sur les injustices environnementales. C'est un peu une notion qui est devenue à la mode. On parle d'injustice environnementale, d'injustice sociale, mais il faut vraiment voir d'où ça vient. Donc les injustices environnementales ne sont pas un phénomène récent, mais elles s'enracinent dans un modèle extractiviste qui s'est imposé avec la colonisation. Dès le XVe siècle, les puissances européennes ont bâti leur richesse en exploitant des ressources naturelles et humaines situées ailleurs. Mines, plantations, monoculture. Ce système a façonné une logique d'appropriation et de mise en valeur forcée, dont les bénéfices remontaient vers les métropoles et dont les coûts, en termes de santé, de destruction, des écosystèmes et des conditions de vie, étaient laissés aux populations locales. On pourrait dire que les colonies ont servi à la fois de zones d'extraction et de zones de déversement. Extraction des matières premières, déversement de pollution ou de produits interdits en métropole d'ailleurs. Cet héritage, nous le portons encore aujourd'hui. Il suffit de penser à l'usage du chlordécone dans les bananeries de Guadeloupe et de Martinique, un pesticide reconnu toxique, interdit aux États-Unis dès 1976, mais autorisé et utilisé dans les Antilles françaises jusqu'en 1993, au nom de la compétitivité agricole. Résultat, des sols et des rivières contaminés pour des siècles, une population largement exposée et une réparation qui se fait toujours attendre. C'est un exemple frappant de la manière dont les logiques coloniales se prolongent. Ce sont les territoires et les populations les plus marginalisées qui supportent l'essentiel des dégâts. Ainsi, il faut repenser l'alimentation en circuit court, de saison, frais. Il faut démocratiser cela. Aujourd'hui, les injustices environnementales, elles se déclinent sous de multiples formes. Elles concernent d'abord l'exposition différenciée aux risques. En France métropolitaine, des études récentes ont montré que les quartiers défavorisés sont souvent plus exposés à la pollution de l'air,
aux canicules et au manque d'espaces verts. Autrement dit, ceux qui ont le moins de moyens pour se protéger sont aussi ceux qui vivent dans des environnements les plus dégradés. Les îlots de chaleur urbaine en sont également un bon exemple. Dans plusieurs grandes villes françaises, les habitants des quartiers populaires subissent des températures plus élevées parce que des quartiers sont moins végétalisés et plus densément bâtis. Elles concernent aussi l'accès aux ressources. On parle de France métropolitaine, mais parlons aussi des Outre-mer. L'accès à l'eau, qui est une ressource rare, lors des sécheresses, ce sont souvent les habitants des zones rurales ou des communes les moins dotées qui voient leur usage restreint, pendant que des usages intensifs, agricoles ou industriels, continuent à prélever massivement. Enfin, elle concerne la gouvernance. Qui décide? Qui est entendu? Trop souvent, les populations les plus concernées par les impacts environnementaux sont aussi celles qui ont le moins de voix dans les processus de décision. Cela vaut pour les habitants des Outre-mer, face aux héritages toxiques, mais aussi pour les quartiers populaires des métropoles, où les habitants n'ont pas toujours les moyens de peser face aux projets d'aménagement. Alors, pour revenir sur les mécanismes un peu d'injustice qui persistent, il y a des mécanismes économiques. Donc les terrains les moins chers sont souvent ceux qui sont les plus exposés aux risques, et ce sont les ménages les plus vulnérables qui s'y installent. Il y a aussi des choix d'aménagement, implanter une autoroute, un incinérateur ou une zone industrielle à proximité de quartiers déjà fragiles est plus facile politiquement au lieu de les mettre ailleurs. Donc, parlons de solutions. On est là aussi, j'ai fait le recul historique un peu pour remettre les choses, l'église au milieu du village, mais il y a des pistes quand même d'action, et je suis aussi là pour ces raisons-là. Donc on a parlé de réhabiliter plutôt que de détruire, donc la réhabilitation du bâti est un levier majeur. Donc elle évite la spéculation, elle réduit les émissions liées à la construction, elle améliore le quotidien des habitants. Le quotidien des habitants, les habitants. Planifier avec justice. Cela veut dire végétaliser en priorité les quartiers les plus exposés, isoler les logements sociaux, renforcer l'accès à l'eau et aux espaces de fraîcheur. La planification climatique doit se faire en tenant compte des inégalités sociales. Je m'appelle Lisa Naïtsada, comme j'ai déjà dit, je suis audonienne, je suis étudiante, mais je travaille avec l'organisation Banlieue Climat. Donc Banlieue Climat, nous sommes notamment à Saint-Ouen, mais à l'échelle nationale, européenne et internationale. À Saint-Ouen, nous avons l'école populaire du climat. Je vous invite d'ailleurs à regarder nos actions. Mais nous redonnons la voix aux quartiers populaires, aux habitants de territoires ruraux, aux plus vulnérables, aux premiers concernés finalement. La solution, comme tu l'as dit, une écologie émancipatrice. Mais finalement, on ne demande pas un luxe, mais on demande la dignité, un logement digne, une alimentation saine. Je suis convaincue qu'il n'y a pas d'écologie juste sans justice sociale, mais non plus pas de justice sociale durable sans écologie. On est obligé de parler de justice. Avec Banlieue Climat, on a un format de formation qui est labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc on va auprès des premiers concernés qui n'ont souvent pas été écoutés et qui ne se sentent pas eux-mêmes légitimes de parler de ces questions-là d'écologie, puisque eux, quand on est venu leur parler d'écologie, on leur a parlé de tri de déchets, on leur a parlé de composter leurs déchets, de consommer moins à des personnes qui consomment déjà très peu, par manque de moyens. Donc quand on vient avec un aspect très moralisateur, leur parler d'écologie, forcément, ça fait très tâche et ça fait un peu... Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il nous parle d'écologie alors qu'on a des réalités de terrain qui sont bien très difficiles. Comment je vais payer mes factures d'électricité vu que mon logement est très mal isolé? Comment je vais me nourrir? Forcément avec des petits prix qui viennent d'où? On se pose aussi la question de qu'est-ce qu'on consomme? Ensuite, les questions qui ont un lien avec notre santé. Moi, je me suis engagée auprès de Banlieue Climat, notamment par la question de la santé. Les cofondateurs de cette association, c'est la question de la santé qui, avant tout, les a préoccupés. Et c'est dire que les premiers concernés, les premiers qui vont être les victimes de tous ces changements, finalement, ne sont pas très écoutés.
Donc nous, on vient avec ce format de formation, mais pas seulement, de sensibilisation, en leur disant qu'ils sont légitimes de parler de ces enjeux climatiques. Donc on parle d'écologie, on aborde les zoonoses, l'effet de serre, etc. Mais en apportant cette légitimité-là, tout le monde peut parler d'écologie, mais l'écologie, c'est pas un mot creux qu'on aborde seulement comme ça. L'écologie, c'est du concret, c'est dans notre vie, c'est notre logement, c'est qu'est-ce qu'on consomme, c'est notre santé. Donc au final, c'est parler de notre vie, de notre justice, de parler des habitants et de parler de notre quotidien. Donc voilà. On n'a pas eu raison de venir en banlieue, à Saint-Ouen, hein? C'était là qu'il fallait terminer. Effectivement, merci Lisa. Et on a la chance d'avoir l'équipe municipale, une bonne partie de l'équipe municipale qui nous a rejoints et qui va faire le lien avec cette intervention. Madame Héloïse Glaudet, qui est adjointe au maire, qui est venue avec bonne partie des élus. Merci d'être là. Je crois qu'il y a de quoi répondre, hein. Bien écoutez, oui, parfait trait d'union. J'arrive exactement au bon moment. Déjà, je voulais vous remercier toutes et tous de votre présence dans ce lieu assez emblématique, symbolique, qui est la Grande Serre, la Serre Wangari, donc la maison de l'écologie. C'est un plaisir et un honneur pour nous de vous accueillir pour ce grand rassemblement qui vient parler de sujets qui sont profondément essentiels. Comment continuer à vivre dans nos milieux urbains, comment continuer à vivre mieux, de façon plus résiliente, comment se nourrir au quotidien et comment surtout faire en sorte que tout le monde, que toutes les classes sociales, quels que soient les quartiers, les origines, les orientations, puissent vivre correctement et manger correctement. C'est des sujets éminemment importants, vastes. Je ne suis pas certaine qu'on trouvera toutes les réponses aujourd'hui ou même demain, mais vous voir si nombreux échanger, réfléchir et débattre sur ces thématiques me donne énormément d'espoir. Et je pense que c'est extrêmement important que toutes ces questions-là soient reliées à de l'espoir. C'est pas un vœu pieux. Parler d'écologie, parler d'environnement, c'est pas des belles paroles en l'air autour d'un dîner ou dans un canapé, c'est pas un vœu pieux. Je pense que c'est très concret. Il y a des énormes avancées qui sont faites et il y a de plus en plus de citoyens lambda, de politiques, de personnes engagées associativement, de militants qui se réunissent, qui se posent ces questions et qui contribuent à créer les réponses de demain. Alors, vous avez décidé d'organiser ce rassemblement à Saint-Ouen. C'est pas complètement anodin. Saint-Ouen est une ville du 93, une ville qui compte beaucoup de quartiers, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville, une population qui est assez intéressante, avec des personnes en grande difficulté, des personnes plus récemment arrivées, ce qu'on appelle les CSP+. Donc on a une population historique qui vit avec certaines difficultés, une population qui, elle, vit avec certains avantages. En tout cas, j'emploie ces mots parce que c'est ces mots-là qui me sont rapportés quand j'échange avec les citoyens dans la rue. Et donc, des vraies questions. Comment faire aujourd'hui pour que tout le monde vive mieux dans un milieu urbain extrêmement dense? La ville de Saint-Ouen est une ville qui fait 4 km². C'est une toute petite ville et qui compte pas loin de 56 000 habitants. Donc 56 000 habitants sur 4,2 mètres carrés. Vous imaginez bien qu'effectivement, c'est très dense, c'est très urbain, c'est très bétonisé. On a des grands ensembles qui ne sont pas toujours en bon état, sur lesquels on travaille, on rénove, on réhabilite, on travaille sur l'isolation thermique, vous en avez parlé, on travaille sur comment faire pour mieux accueillir les populations de demain. On travaille toutes et tous ensemble, on travaille aussi notamment dans le cadre, on a 2 programmes en rue qui vont nous permettre de réhabiliter plus de 1000 logements, d'en reconstruire chacun, parce que je sais que le mot
détruire aujourd'hui devient un gros mot et je le partage complètement. Malheureusement, parfois, on n'a encore pas d'autre solution que de devoir détruire pour pouvoir reconstruire dans de meilleures conditions. Mais on essaye de réhabiliter au maximum tous ces logements afin que toutes et tous puissent vivre dans les meilleures conditions. Donc, je pense que vous êtes au bon endroit et si vous avez le temps d'aller vous balader dans la ville, vous pourrez aussi en voir les disparités. On a une grosse question aussi dans nos villes extrêmement denses et extrêmement urbaines, c'est la notion de la place de l'espace vert, de l'arbre, de la nature en ville. C'est aussi un sujet qu'il faut prendre à bras le corps parce que quand on est dans une ville qui compte quasi moins de 2 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui était le cas il y a encore quelques années à Saint-Ouen, c'est pas un petit sujet, c'est un énorme sujet, parce que vivre en ville c'est une chose, mais comment faire quand on fait face à des dérèglements climatiques, des fortes canicules comme c'est de plus en plus fréquent, où aller, où proposer à la population d'aller se réfugier, d'aller trouver une petite bulle d'oxygène, c'est des questions qui sont éminemment importantes et sur lesquelles il faut se pencher. Donc tout construire, loger les gens, vous en avez parlé, on nous dit il faut loger les gens, donc construire des immeubles pour loger plus de monde. Très bien, mais loger plus de monde, construire des immeubles, c'est aussi réfléchir à une ville qui soit la plus apaisée possible. On parle d'architecture apaisante ou apaisée, je ne sais pas quel est le mot exact. Et à Saint-Ouen, c'est vraiment des questions qui nous animent au quotidien. Donc oui, il faut loger du monde, oui, c'est une nécessité, mais il faut aussi que ces personnes, une fois qu'elles soient logées, puissent aller se ressourcer, prendre du bon temps, trouver des îlots de fraîcheur. Donc c'est aussi créer des espaces verts ou alors les recréer ou alors les défendre, éviter qu'ils soient détruits au profit d'une certaine spéculation et du bâti. C'est aussi le choix que nous faisons sur la ville de Saint-Ouen. Je pense qu'on a contribué à recréer à peu près 10 hectares sur les 5 dernières années. Il y a encore des projets de création d'espaces verts ou de banalisation d'espaces verts qui auraient pu devenir de magnifiques immeubles, mais que nous faisons le choix de laisser en espaces verts, en espaces de biodiversité, et ce pour le bien-être de toutes et tous, aujourd'hui et demain. Parce qu'effectivement, je pense qu'on dans cette pièce, je vais être un tout petit peu pessimiste avant de redonner de l'espoir. Pour nous, entre guillemets, c'est quelque peu foutu, j'aurais envie de dire, mais nos enfants, nos petits-enfants vont continuer à vivre sur cette belle planète, vont continuer à vivre sur cette belle ville qu'est Saint-Ouen-sur-Seine, qui est une ville que j'affectionne évidemment énormément, une ville dans laquelle mes enfants, comme toi Lisa, ont grandi. Sont nés ici, grandissent ici et ont envie de pouvoir continuer à vivre dans une ville qui soit la plus résiliente possible, la plus agréable possible. Donc il y a encore énormément de travail à réaliser, il y a encore énormément de bonnes idées à aller piocher ici et là, et je pense que c'est toutes et tous ensemble qu'on pourra les trouver. On appelle ça l'intelligence collective ou l'éducation populaire. Mais j'aime beaucoup la notion d'intelligence collective et je pense que petit à petit, avec chaque pierre qui sera mise à l'édifice et qui sera mise au profit du commun et d'une réflexion commune, nous pourrons certainement continuer à trouver des solutions qui soient les plus innovantes possibles. Et être innovant ne veut pas forcément dire être consommateur de CO2 et destructeur. Être innovant, c'est trouver la bonne idée qui est souvent juste devant nous et qui va nous permettre de résoudre une problématique. On dit souvent le problème est souvent la solution. C'est également quelque chose auquel je crois beaucoup. Le problème est la solution, notre jeunesse est la solution. Et encore une fois, Lisa, merci pour ta prise de parole. Effectivement, Banlieue Climat est installée à Saint-Ouen depuis maintenant bientôt 2 ans. C'est une grande fierté pour nous. D'ailleurs, je suis arrivée en retard ce matin. J'aurais voulu être là plus tôt, mais j'étais justement dans les locaux de l'ancienne école Bachelet où une grande journée autour de la transition écologique, sociale et solidaire est organisée par l'association ETE, qui est une association qui est installée sur Saint-Ouen et qui parle de réemploi, de résilience et de transition écologique. Donc tous ensemble, nous allons pouvoir contribuer à changer peut-être pas le monde d'aujourd'hui tout de suite, mais le monde de demain. Et quand je vous vois aussi nombreuses et nombreux, de tout âge différent
et de milieux variés, je me dis qu'on y arrivera tous ensemble. Donc merci vraiment beaucoup à toutes et tous. Voilà. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Bon, je vais pas parler de l'alimentation parce Merci beaucoup, Madame le maire, qui s'excuse de ne pas avoir parlé d'alimentation parce qu'elle ne peut pas parler de tout. Mais justement, nous avons laissé le débat en suspens après l'intervention de nos 4 spécialistes de l'alimentation. Et la parole est à la salle. 2 micros vont à nouveau circuler. Et sur les 4 sujets qui ont été évoqués ce matin, les terres nourricières, les AMAP, les plans d'alimentation territoriale, etc., il y a sûrement des choses à dire. Personne ne lève la main. Alors j'en profite pour juste une petite remarque. Hier, dans un des groupes de visite, nous avons visité la vacherie. Et à cette occasion, nous avons appris que en 1850, à Paris, il y avait 450 fermes urbaines. Alors évidemment, pas des grandes surfaces. C'était quasiment de l'agriculture qu'on appellerait aujourd'hui hors sol. Hein. On y produisait quelques cochons dans des sous réduites. On y faisait du lait avec des vaches qui étaient nourries par du fourrage venu d'ailleurs, vraisemblablement. Il n'y avait pas des grandes surfaces de culture. Mais il y avait 450 lieux de production alimentaire. Les Parisiens buvaient le lait de leur ville. Hein. Alors c'était drôlement intéressant. Voilà. Alors. Je m'amuse à faire le premier. Debout, debout, debout. Désolé, j'ai déjà parlé, mais je profite juste d'un petit point que notre élu n'a pas mentionné. C'est qu'elle est aussi au champ des possibles en reconversion professionnelle. Et oui, on sait tout. Et donc voilà, je pense que c'est intéressant juste de le dire parce que ça, là vous nous avez fait votre discours d'élu, si je peux dire, et maintenant. Alors je vais rester ici, si on est sur un discours de citoyenne. Et qu'est-ce que vouliez-vous Simplement rapidement en parler, vraiment en 2 mots pour dire ce que vous faites. De mon expérience. Ok. C'est vrai. C'est vrai, j'ai fini mon discours assez. Discours d'élu, comme vous le dites si bien, en me disant, j'ai pas parlé d'alimentation, pourtant l'alimentation est quand même mon sujet de prédilection, parce qu'effectivement, je suis élue à la ville de Saint-Ouen, à la transition écologique, mais pas que, à l'éducation également, donc c'est 2 sujets qui sont alliés et que nous avons liés, mais je suis également, dans ma vie publique, après une reconversion, je suis maraîchère. Donc voilà, j'ai fait un choix très fort, j'ai quitté le monde de la publicité. Donc j'étais productrice dans la publicité, notamment je faisais du contenu pour des véhicules électriques et pas que, pour lesquels je partais régulièrement à l'autre bout du monde avec énormément de personnes pour tourner des images certainement magnifiques que vous avez vues défiler sur vos écrans, mais qui finalement n'apportaient pas grand grain au débat qu'on peut avoir notamment aujourd'hui. Et j'ai fait le choix d'arrêter ce métier qui pourtant me plaisait à bien des égards, par militantisme, vraiment, parce que j'avais du mal à me lever le matin, comme je pense beaucoup de personnes, et surtout après le Covid qu'on a tous pu connaître et qui nous a laissé le temps, parce que c'est important d'avoir le temps pour réfléchir, laisser le temps de se poser les bonnes questions et de réaliser ce qui était important ou moins important dans notre monde. Je pense que manger est une des choses les plus importantes pour vivre. Manger, boire, dormir, donc avoir un toit, bien se nourrir. Pourquoi pas un peu d'amour, c'est pas mal aussi, mais si on a le ventre plein, c'est mieux. Et donc j'ai fait le choix de faire partie de la solution et pas de simplement faire partie de ceux qui parlent. Voilà, parce que parler, on le fait tous très bien, mais il y a un moment, il faut agir. Et je me suis dit qu'avec mon mandat d'élu, je pouvais agir sur des projets à grande envergure et essayer de changer la donne, mais que à titre personnel, je pouvais changer la donne aussi à ma façon. Donc je me suis reconvertie, j'ai fait un brevet professionnel de responsable en agriculture urbaine, le BPREA, au sein de l'école du Breuil. En 2000, je ne sais plus, il y a quelques années, 2-3 ans, 2023. Et j'ai ensuite intégré un espace test au sein de la ferme de Paris, donc dans le Bois de Vincennes, en maraîchage. Donc je suis aujourd'hui, depuis 2 ans, maraîchère
Je produis à peu près 7 tonnes de légumes à l'année, annuellement. Je travaille quasi exclusivement à la main, bien évidemment en bio labellisé, c'est une évidence qui ne se posait même pas, en non mécanisé, et je distribue mes légumes essentiellement aux particuliers à travers différents points de vente sur Paris et la petite couronne. Voilà. Donc, et j'aimerais un jour que cette ferme devienne une ferme sociale et solidaire, parce que la question de la transmission reste importante pour moi. Et la réponse à comment faire pour que toutes et tous nous puissions accéder à une alimentation la plus saine possible, j'ai pas encore trouvé la réponse à cette question. L'équation est extrêmement difficile, économiquement parlant. Donc il y a encore du travail à faire. Et puis comment faire pour que tous ceux qui se disent j'aimerais bien mais je ne sais pas faire, c'est compliqué, c'est fatigant, etc., se rendent compte que en fait c'est assez simple de faire pousser des légumes. Ça procure énormément de plaisir, ça procure énormément de bien-être, ça aide à créer du lien, à rencontrer ses voisins, à se sentir bien. Il n'y a que du bon, il n'y a que du positif, c'est assez facile à faire. Donc voilà, c'est la suite du projet. J'aimerais pouvoir transmettre et s'aimer et faire en sorte qu'il y ait des petits potagers, des petites fermes, des grandes fermes urbaines, moins urbaines, qui éclosent un peu partout et que nous puissions toutes et tous manger correctement sans avoir l'impression que ça n'est réservé qu'à une certaine classe de la société. Voilà. Du coup, j'en profite, mais je voulais prendre la parole, c'est parfait. Je confirme. Votre nom. Je vais vous dire. Je confirme. Nous, ça fait 3 ans qu'on se connaît, et là, elle est en tenue d'élu, et moi, depuis 3 ans, je la connais en tenue d'agricultrice. Je m'appelle Léon Garex. Je suis, voilà, tu pars dans pas longtemps. Je sais pas trop quel est mon métier, parce que beaucoup ont dit mon métier, c'est ci, c'est là. Moi, je sais pas quel est mon métier. Ma fonction, c'est de diriger l'école du Breuil, qui est donc l'école dans laquelle Héloïse a fait sa formation il y a maintenant 2 ans, qui est une école, une école qui a été créée par Haussmann, en gros, il y a 150 ans, pour former les jardiniers de la ville de Paris, et qui s'est transformée en un objet beaucoup plus complexe aujourd'hui. Moi, le témoignage que je voulais apporter, c'était plutôt par rapport à la première partie de la matinée, et vous dire que voilà, j'ai un boulot de directeur, toute la journée je cours, je suis en visio, j'ai des urgences, tout ça. Et que donc cette école, elle est dans le bois de Vincennes, c'est un grand parc, c'est un lieu de formation et c'est un lieu public, parc public où les uns et les autres, tout le monde, vous êtes tous invités à venir vous y rendre, c'est un lieu magnifique. Quand je pète les plombs, et ça m'arrive régulièrement, donc je vais dire voilà, de surchauffe, tout le monde ici est engagé, et voilà, parfois c'est compliqué, on n'y arrive pas, quoi. Je sors de mon bureau et je vais à la rencontre de 2-3 personnes qui sont là, qui se baladent, des visiteurs. Et en fait, je les prends par la main et je leur dis allez, venez, on va se promener 5 minutes ensemble. Et je les amène voir un lieu très particulier à l'école, dont tous les lieux sont particuliers dans cette école. Et notamment, il y a un lieu sur lequel on teste depuis maintenant 1 an et demi un truc frugal. Et moi, je l'ai appelé régal, frugal, floral. Voilà, donc ça fait écho avec tout ce qui est raconté depuis ce matin. Et c'est simple, c'est un truc tout bête, hein, c'est comment est-ce qu'on peut penser des politiques de fleurissement. Voilà, on habite tous dans des villes, villages fleuris, villes fleuries, tout ça, qui sont en règle générale des dispositifs qui ne sont pas hyper vertueux, où on va chercher des plantes annuelles, qu'on plante, qu'on déplante, qu'on replante, et qui sont produites sous serre et tout. Et moi j'ai dit à mes jardiniers, dont mes jardiniers, c'est pas mes jardiniers, mais les jardiniers de l'école, qui sont des gens super, en disant allez-y, concevons un espace où on est dans une logique de fleurissement, vraiment, fleurissement d'espace public, mais en revanche, on n'arrose pas, on met pas d'engrais, on fait rien du tout, on intervient au minimum. Et en fait, là on est 1 an et demi après, et c'est un lieu qui est magnifique, dans lequel donc, on n'a pas apporté une goutte d'eau. Depuis 1 an et demi, on n'a pas arrosé cet espace, on n'a pas apporté d'engrais. Et en fait, c'est magique, c'est super beau. Et ce qui est intéressant par rapport à tout ce qui a été dit, ce que vous avez dit notamment tout à l'heure, c'est la question du standard, en fait. On n'est plus dans du standard pour faire des trucs comme ça, pour que ça marche. C'est-à-dire que c'est facile de faire du fleurissement. Voilà, je vais à la pépinière, j'achète des trucs, je les plante, je les déplante, et on a appris à fonctionner comme ça, quoi. Là, en fait, moi, quand j'interroge les jardiniers pour leur dire mais comment est-ce que vous y êtes arrivés, tout ça,
En fait, ça fait appel à de l'expertise, ça fait appel à de l'observation, ça fait appel à plein de choses. Et c'est un réservoir de biodiversité parce qu'on a des pollinisateurs qui débarquent là, on laisse monter les plantes en graines, donc on a des oiseaux qui arrivent, ça se ressème, et c'est hyper vertueux. Et c'est beaucoup moins de travail, très concrètement, mais c'est un autre type de travail. C'est de l'expertise, c'est comment je vais associer telle plante avec telle plante, comment elles vont se protéger les unes par rapport aux autres pour la sécheresse, comment est-ce qu'elles vont... bref, c'est un écosystème. Et ça déconstruit les systèmes de production horticole actuels qu'on connaît. Et ça déconstruit aussi les processus de formation dans lesquels on est, quoi. Et ça, moi je trouve que c'est hyper enthousiasmant. Et en même temps, ça nous interroge vraiment sur comment on déconstruit. Tout à l'heure, on parlait des filières de production du bâtiment. Et il faut les déconstruire pour les reconstruire différemment. Là, c'est juste un autre exemple à côté, mais intéressant, quoi. Voilà, à partager avec tout le monde. Et c'était quand même, tu pouvais pas ne pas t'en parler. Merci de cet exemple intéressant. Bon, j'ai toujours le même prénom et le même nom que la première question. Donc ça c'est. Moi, j'ai vu deux parties dans. Merci pour cette table en cercle. Deux questions. La première, elle était plutôt sur les bâtiments et puis la qualité de la réhabilitation, et puis la deuxième partie était sur l'alimentation végétale. On est bien clair. C'est ça. Et du coup, ça me pose question, et j'aime bien quand ça me pose question. La séparation entre ces deux trucs, et dans ma tête, j'ai dit, mais il y a un truc entre les deux, quoi. Comment on fait le pont entre ces deux choses-là? Alors moi, je viens du monde que du bâtiment lui-même, et là, je sais pas, je suis pas archi, mais il y a des archis ici, il y a des bâtisseurs ici, il y a des artisans, il y a des gens. Je crois qu'on a la double peine dans le monde du bâtiment aujourd'hui, après la chaleur que l'on a eue. Waouh, il a fait chaud l'été. Vous vous rappelez, là, il n'y a pas longtemps? C'est qu'on me dit, oh, tes matériaux biosourcés, géosourcés, de quoi on a parlé ce matin? Tes protections solaires, ta ventilation, tes bâtiments traversants et tout, là, ça marche pas. Ça marche pas. Maintenant, il faut mettre une clim en plus. Ok, ça marchait, on t'a pas écouté il y a 20 ans, on aurait dû faire ça, mais aujourd'hui, ça suffit plus. Ça ne suffit plus. Donc, il faut mettre des systèmes en plus. Et en fait, aujourd'hui, économiquement, je vois que si j'étais archi, je viens faire une conception, une réalisation avec les entreprises d'un bâtiment, en mettant tout en œuvre, ce que les anciens nous ont appris pendant quelques 9000 ans. Il y a encore des investisseurs qui vont venir mettre des super systèmes de rafraîchissement parce qu'on a peur de la chaleur, parce que ça ne se rafraîchit plus, parce qu'on n'est même plus certain que nos systèmes bioclimatiques fonctionnent aujourd'hui. On n'en est plus certain, donc on sécurise en mettant du pognon. Et je suis en train de travailler sur mon bâtiment, je fais ma mission, je fais mon travail, que je sois artisan ou archi, et autour de moi, dans la ville où je suis, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de végétaux. On ne peut même plus planter un arbre tellement il y a de réseaux dans la rue. C'est plus possible. Et du coup, je suis en train de payer, moi, en faisant mon bâtiment, le fait que je ne puisse plus profiter de la végétation, qui peut être une alimentation, attention, de la végétation qui m'environne. Parce que j'habite dans un centre-ville dense, minéralisé au possible, où je ne peux plus planter un arbre, sauf dans des pots de 2 mètres par 2 mètres qui sont immondes, qui n'ont aucune évaporation, pots en plastique, mais en bioplastique s'il te plaît, donc avec un peu d'amidon dedans. Donc en fait, je paye cela, et je me dis, comme il y a eu des secteurs sauvegardés pour notre beau patrimoine, on devrait peut-être faire des cités éco-sauvegardées. Et je suis désolé pour les archis et compagnie, mais peut-être qu'il faudrait obliger l'architecte à ne plus être responsable que du bâtiment, et que les communes, les bailleurs, les investisseurs, les promoteurs obligent à travailler le bâtiment dans un environnement immédiat, à l'échelle du quartier, et obligés à ne plus penser le bâtiment, mais le bâtiment dans son quartier avec des écologues, avec des paysagistes, et ramener le végétal comme étant un vrai outil de climatisation de nos bâtiments, parce que la chaleur humaine c'est bien, mais jusqu'à un certain point. Voilà. Oui, Christian Olive. Plus près. Donc je voulais revenir sur l'intervention sur les communs en disant que c'est ce qui appartient à un collectif et que nul... Bon. Contre. Bon.
Bon, pour moi, les communs, bon, je suis d'accord avec l'intervenant, c'est ce que nul ne peut vendre et nul ne peut s'approprier, quoi. Et donc, à partir de là, ça fait un moment que j'ai essayé de travailler là-dessus, parce que pour moi, l'important dans ce cas-là, c'est le lien, quoi. Et ce lien, il y a la problématique qu'a rencontré Madame la maire, c'est-à-dire que c'est la transmission. Parce que trouver un endroit où la propriété n'est plus la propriété privée ni la propriété publique, ça implique évidemment la transmission. Et pour l'instant, moi, tout ce que j'ai trouvé qui pouvait tenir un petit peu, c'est la fiducie. C'est-à-dire c'est un système qui délègue au collectif, en fin de compte, la propriété et qui permet, dans le temps, de garantir au moins l'état, la raison d'être de la propriété pendant un certain nombre d'années. Voilà. Merci pour ce témoignage et cette proposition. D'autres? Oui. Oui, bonjour, je suis Joseph Rabi de la coopérative Ambre, qui est un atelier biorégional. Je voudrais dire quelques mots sur la manière que la ville se fait par le biais de la réglementation urbaine. La réglementation est à la fois un carcan nécessaire et néfaste. C'est nécessaire parce que sans lui, tout sera mélangé par l'opportunisme, la spéculation. Les usines se trouveront comme autrefois parmi les habitations et on arrivera à ce qu'on a déjà arrivé, un monde de villes extrêmement polluées. Donc, quelque part, il y a cette nécessité de contrôler ce qu'on fait où. Mais c'est également néfaste parce que justement, on contrôle ce qu'on fait où. La planification moderne a créé la ville comme une espèce de système de zones. C'est une démarche simplificateur de quelque chose qui est par nature extrêmement complexe et parfois une simplification castratrice quand c'était dans les mains des grands urbanistes comme Le Corbusier qui a divisé dans des choses extrêmement simples qui ne correspondaient pas à la manière qu'on fait ville, humain, etc. Si on regarde la planification par rapport au code de l'urbanisme, c'était le cas dans les POS, les originels plans d'occupation de sol, et les plus plans locaux d'urbanisme. En fait, il y a trois grandes catégories, des U, des A et des N. Le U pour l'urbain, qui est grosso modo jusqu'à maintenant artificialisé avec du béton. L'A pour l'agriculture, qui on considère comme la nature, mais en fait, c'est une espèce d'usine de production industrielle. En fait, elle est baladée dans des champs, ce n'est pas nécessairement une chose à faire avec tous les pesticides et les autres matières qui sont entreposées. Et puis le N, c'est le naturel, c'est nos forêts, c'est des autres endroits où on n'a pas à poser des activités. Donc en fait, la question se pose de la réinvention de la manière qu'on va faire en fait territoire, parce que territoire, ce sont toutes ces différentes fonctions. Et là où ce système a créé une espèce de ségrégation de l'espace, il faut voir comment on va réinventer un mélange de l'espace qui, bien sûr, prend en compte que les choses doivent être simples, mais une agriculture biologique, sans pesticides, peut côtoyer des maisons, des immeubles, etc. Donc, quelque part, il faut voir quel type de ville faire, comment on peut faire évoluer les réglementations pour arriver à faire ça. Voilà. Merci de cette question. Un tout petit exemple, vous avez peut-être lu dans Le Monde il y a 2 jours qu'à Nancy, ville étudiante s'il en est, Madame le maire, vous pouvez vous inspirer de cela, des étudiants ont fondé des jardins pirates. C'est-à-dire qu'ils ont pris le moindre mètre carré de leur cité universitaire qui avait l'air un peu embroussaillé, ou simplement de la pelouse, enfin des espaces qui servaient à rien ni à personne, et ils y ont semé des graines. Alors, 1000 pieds de tomates, 500 graines de courges, de courgettes, etc. Et l'an dernier, ils ont implanté cela pour beaucoup à l'automne, évidemment. Ils ont récolté cette année énormément de bons fruits dans des petits délaissés, des espaces comme celui-là. Enfin, rien. Des jardins pirates des étudiants de Nancy qui les nourrissent eux-mêmes parce qu'ils ont du mal à bien manger, les étudiants.
Voilà, des exemples à disséminer et qui dépassent le plan d'occupation des sols ou le PLU. Une question ici. C'est pour rebondir un peu sur ce que tu dis en exemple. En fait, je pense qu'il faut faire par nous-mêmes. En fait, il faut se regrouper. Nos producteurs, nos agriculteurs, ils sont là, ils attendent que nous. Il faut aller les voir. Il existe plein de choses. Les AMAP, c'est une première chose qui est très bien. Mais il existe d'autres choses dans les mairies. Il y a des groupes qui se montent pour faire des groupements d'achat où on se rassemble juste entre nous. On va voir le producteur, on lui dit voilà, on est une vingtaine, on veut t'acheter directement tes légumes. Et ça marche. Et il faut fonctionner comme ça aussi, pas attendre que ça vienne toujours du haut. Il faut se regrouper. Et le global, en fait, c'est trop compliqué. Il faut faire au local. Et ça marche très bien. Voilà. Merci. Une question ici. Vincent Laurent, pardon. Bonjour. C'est pas une question, c'est juste... Fabienne Pommier, architecte. Oui, je pense à Wangari Maathai depuis que je suis arrivée là, en fait, et je trouve que ce serait intéressant de parler de son histoire. Je ne sais pas si des gens la connaissent, non ? En fait, c'est une Kenyane qui a vécu dans un petit village dans la forêt, non impactée du tout par l'industrialisation, etc. Elle a vu donc la déforestation, elle a vu la perte de biodiversité de son vivant. Elle s'est battue contre ça au point où elle a fait de la prison, etc. Et là, si je cite son exemple, c'est plutôt par rapport à la notion d'activisme. C'est vraiment... bon, elle a une autobiographie qui est vraiment passionnante. Et de son vivant, elle a réussi à remobiliser des forces pour replanter et la forêt, de nouveau, dans sa région d'origine, de nouveau a pu être mise en vivant, quoi. Voilà. Donc, je trouve ça très beau que cette serre lui fasse un hommage. Et peut-être qu'on peut s'inspirer aussi de son combat, qui a été un combat vraiment très, très fort et très violent. Elle a vraiment donné de sa personne. Merci. Une remarque là-bas de Monsieur Wallet. Oui, juste par rapport aux questions d'aménagement du territoire, il y a un dispositif qui est à disposition des élus et qui est assez peu connu, c'est les de protection des espaces agricoles et des espaces naturels, et qui permet en fait de faire de la préservation des espaces fonciers à destination des activités agricoles et donc des espaces naturels. C'est assez efficace, ça existe depuis une dizaine d'années maintenant, mais c'est assez peu développé au niveau national. Et puis le deuxième dispositif qui existe, c'est un réseau national des fermes publiques, qui permet une collaboration entre les différentes collectivités territoriales qui veulent implanter des régies agricoles, ça a été évoqué tout à l'heure, et qui permet en fait des mécanismes d'apprentissage et d'interaction entre les différentes collectivités locales qui veulent s'engager dans ce type de dispositif. Merci. Je remercie très chaleureusement tous les gens qui sont intervenus, vraiment, chaleureusement, parce que toutes vos idées sont là. On a envie de dire à nous de faire, hein, just do it. C'est ce que vous venez de conclure. Merci Lisa pour Banlieue Climat. Merci Francis. Merci tous les gens qui sont intervenus. Julien, Benoît, tous les intervenants qui sont riches et que vous pourrez solliciter cet après-midi dans les différents ateliers où ils approfondiront les sujets qu'ils vous ont présentés ce matin. Merci à tous.